think tank Tchad Notre Patrimoine est un groupe de réflexion, de propositions créé en juin 2021 dans le sillage de la transition afin d'apporter sa contribution et soutenir la transition pour une meilleure réussite. À ce titre, elle a organisé des conférences débats, présenté des propositions, notamment le document des 100 propositions remis au président du Conseil militaire de transition le 12 janvier 2021 lors de notre rencontre avec le PCMT. Donc nous poursuivons à œuvrer par la production d'esprit et d'autres activités dans la capitale et en province. Le deuxième objectif de cette conférence débat, après 100 jours du gouvernement national de transition, mis en place après la désignation le 8 octobre 2021 de l'ancien président du Conseil militaire de transition, Mamad Idriss Déby, aux fonctions de président de transition par le dialogue national inclusif, puis la nomination de M. Saleh Kibzabo au poste de Premier ministre le 12 octobre 2022, le moment est venu de faire un bilan sur les 100 jours du gouvernement et indiquer des perspectives. La période de 100 jours d'un gouvernement est une tradition politique, principalement dans la démocratie libérale. Et cette tradition existe depuis les années 1800 en France, précisément sous Napoléon Ier ou bien Napoléon I, du 20 mars 1815 au 22 juin 1815, appelé le gouvernement de 100 jours, qui marque le début et la fin d'un gouvernement. D'où et comment est née l'appellation de 100 jours d'un gouvernement. Donc c'est une tradition politique très ancienne. Cette période marque aussi, pour certains analystes politiques, la fin de l'état de grâce d'un gouvernement. Au Tchad, est-ce que c'est la fin de l'état de grâce du gouvernement de transition dirigé par le Premier ministre Saleh Kibzabo? Je ne saurais le dire, mais à chacun sa réponse par rapport à sa propre analyse. Nous vous rappelons que cette élection n'est pas aisée à organiser compte tenu de nombreuses actions du gouvernement dans de nombreux domaines depuis 100 jours et par de nombreux événements passés. Mais nous tenons à rassurer que cette élection a été faite dans un passé récent par le think tank Tchad Notre Patrimoine après les 100 jours de la première transition. Il est le premier à faire en 2021 et aujourd'hui le premier à faire en 2023. Donc nous disposons de l'expérience et des compétences nécessaires. La deuxième difficulté, et non de moindre, ce sont la collecte d'informations, des documents et parvenir à faire la synthèse et convaincre les membres du gouvernement à participer. Ici, nous remercions aussi certains ministres qui ont accepté de nous faire partager les différentes actions phares de leur département, à savoir le ministre des Finances, du Budget et des Comptes publics, M. Tahir Hamid, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, M. Aslek Halata, le ministre secrétaire général du gouvernement, cheville ouvrière de l'action gouvernementale, M. Hali Kishwa. Dernière action qui achève les 100 jours du gouvernement, la publication d'un acte salutaire et encourageant du gouvernement qui met fin à la suspension des activités de certains partis politiques après l'expiration de la période de 3 mois suite aux événements très meurtriers du 20 octobre 2022 occasionnant des destructions importantes des biens et privés et qui ont failli plonger le pays dans le chaos et une instabilité irréversible. Nous rappelons au gouvernement, aux acteurs politiques, au public, que le rituel de 100 jours donne lieu à une réflexion sur des questions clés de la vie politique d'une nation. Et le Tchad, notre cher pays, ne peut échapper à cette tradition, même si celle-ci n'est pas encore véritablement développée dans la culture politique du gouvernement. Et même les médias dans notre pays suscitent rarement ces débats. Le gouvernement de transition dirigé par Saleh Kibzabo qui a été nommé le 12 octobre 2022 et qui a donc pour mission de conduire le Tchad vers un retour à l'ordre constitutionnel à travers un processus de transition.
J'ai autour de moi d'éminents intervenants, commencer par par ma droite, l'extrême droite, un monsieur qu'on ne devrait plus présenter, professeur Amat Mamat Hassan, ancien ministre, juriste, constitutionnaliste, et je préfère m'arrêter là. Et juste après le professeur Amat, j'ai Kébir Amat, qui est un économiste, spécialiste des politiques publiques, notamment en matière économique et financière. À ma gauche, immédiatement, mon confrère Ali Fadel, qui est journaliste. Et après lui, un très ancien journaliste passé par la politique et qui aujourd'hui est parlementaire. Je veux parler de Ndjekombe François. Et à mon extrême gauche, donc un autre confrère, Ousmane Abdelmoumine, qui est le PDG de Tchad 24, un jeune assez dynamique dans les affaires. Et effectivement, il va nous parler sur le côté économie, environnement des affaires pendant cette période de transition. C'est au gouvernement de faire le bilan de ses activités à mi-parcours pour la recherche de la perfection. Mais si nous nous adonnons à cet exercice ce matin, c'est parce que nous considérons, et vous aussi, que le Tchad est notre patrimoine, à tous. Nous pouvons nous permettre cet exercice. Cet exercice commence par un élément pour moi, en attendant que les autres collègues donnent leur vision. C'est un Tchad marqué par les troubles et la violence qui est devenu notre tradition et notre réputation. À chaque fois, nous nous retrouvons. On a organisé un dialogue alors. Après la disparition du maréchal, d'une manière très brute, la disparition du maréchal du Tchad, paix à son âme, les militaires à leur tête, le général Mohamed Idriss Déby Itno, ont pris leurs responsabilités pour préserver l'intégrité. Je ne parle pas de l'intégrité territoriale, l'intégrité de la paix, la cohésion, de la stabilité et de la sécurité dans un contexte très évolutif et très fragile, avec la Centrafrique d'un côté, la stabilité fragile, le Darfour avec les conflits communautaires, le Boko Haram au Tchad, et les incertitudes avec la Libye qui manque un gouvernement central. Le Tchad est à l'épicentre des crises et des conflits. Par rapport à ça, on a préservé, on a fait notre dialogue, même si certains l'avaient boycotté, d'autres l'avaient accepté. L'objectif, c'est la recherche de la paix et la cohésion parmi les Tchadiens. On a réussi et à la sortie de ce dialogue, il y a eu des recommandations. L'objectif d'une transition, c'est de revenir à l'ordre constitutionnel. Ça veut dire, l'objectif principal, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Et le dialogue nous a donné les grandes lignes. Et on a mis une équipe qu'on a qualifiée d'union nationale, dirigée par un homme d'expérience comme le Premier ministre Saleh Kebzabo, qui a tourné sa bosse dans la vie politique depuis des décennies, particulièrement dans l'opposition. Les fils du Tchad et les filles du Tchad, avec tous les contextes et les hiérarchies, avaient été impliqués et le gouvernement s'est attelé d'abord à préserver la sécurité et la paix et la cohésion nationale avec les crises. Le 20 octobre, il y a eu des manifestations contestant la transition et le rallonge de la transition et les organes de transition à qui on a donné la possibilité de se présenter. Ça a été réprimé. Pour certains, c'est une insurrection pour le gouvernement. Pour les autres, c'est une manifestation pacifique, même si elle est interdite. Il y a eu le sang des Tchadiens qui a coulé. C'était très grave. Mais après, il y a eu l'ingéniosité et la sagesse qui a fait que, malgré les poursuites et les autres, on a commencé à détendre l'atmosphère politique. Des partis politiques avaient été suspendus. Le gouvernement vient de lever la suspension. Il vient de lever toutes les suspensions des partis politiques organisateurs de cette fameuse manifestation du 20 octobre et les associations. C'est une première détente. Le gouvernement a mis dans le cadre de son objectif principal un organe pour préparer et organiser le référendum constitutionnel. Vous savez que nous avons deux questions. Est-ce que le Tchad fédéral, le Tchad décentralisé, tout cela va se retrouver dans un nouveau contrat social que nous, juristes constitutionnels, on appelle constitution,
sur la base de laquelle les élections doivent être organisées, et les Tchadiens et les Tchadiennes seront appelés à exercer leurs droits citoyens souverains fondamental, c'est de choisir eux-mêmes leurs futurs gouvernants. Qui sera le président de la République et autres, c'est une question qui appartient au peuple souverain du Tchad et les Tchadiens et les Tchadiennes. Et la sécurité est vraiment. Et donc c'est par rapport à tout ça. Mais voilà, les autres volets, voilà le principe, la sécurité et la main tendue continue. Et ça, c'est quand même l'œuvre, la main tendue continue, le dialogue. Le dialogue et le consensus doivent être notre mot. Et c'est pour ça que nous, au Titan, nous avons pris l'initiative, animés par l'attachement à notre patrie, le Tchad, notre patrimoine, nous avons pris cette initiative d'apporter, d'organiser, de vous appeler pour organiser cette conférence afin qu'on échange entre nous, entre Tchadiens et Tchadiennes. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a à faire. Il ne s'agit pas de soutenir X ou de Y, mais il s'agit du Tchad, notre patrimoine. الحوار الوطني المستقل والديالوج ناسيونال انكليزيف بعد ناس خرجوا بتوصيات او ريكومنداسيون سووا فوق شنو 100 يوم سوينا شنو طبعا خلال 100 يوم كثير من الاشياء حصلت اول حاجه تم تعيين رئيس الوزراء صالح كبزابو يوم 12 اكتوبر بعد بيومين يوم 14 اكتوبر تم تشكيل الحكومه الجديده وطبعا الحكومة الجديدة ضمت كثير من الوجوه اللي ما كان الناس متوقعين ممكن تكون موجودة حتى المعارضة العسكرية اللي وقعت اتفاق السلام في الدوحة جاد وشاركت في الحكومة الجديدة. الحكومة الجديدة فيها الشباب، الحكومة الجديدة فيها العنصر النسوي أو المرأة موجودة في الحكومة الجديدة. الحكومة الجديدة بعد ما شكلوها الناس مستنيين الحكومة الجديدة حتسوي شنو؟ ده السؤال اللي مطروح. بعديها أيضا من ضمن التوصيات أو الريكومنداسيون عن الديالوج ناسيونال البرلمان لابد يزودوه، عدد البرلمان يزودوه بكم؟ يزودوه ب 104 ممبر أو 104 عضو، زادوها حاليا زادوه ب 104 عضو. من ضمن ال 104 اللي زادوهم في البرلمان فيهم 45 من المعارضة اللي وقعت في اتفاق الدوحة للسلام، وفيهم 19 حزب من الأحزاب المعارضة المدنية اللي موجودة داخل تشاد. أيضا ده إنجاز كبير جدا، ما كان واحد متوقع كون المعارضة العسكرية اللي موجودة خارج تشاد والتي شاركت في حروب دموية توقع سلام وتجي في داخل تشاد وتشارك في الحكومة وتشارك في البرلمان، ما كان أحد متوقع الكلام ده. بعدها من ضمن توصيات الحوار الوطني إن المفتشية العامة للدولة تم حلها. المفتشية العامة للدولة الإيجي بسموها تم حلها، أو هي كما يقول دسودر. ده من توصيات الحوار الوطني. من الأشياء التي حصلت خلال المدة 100 يوم أيضا أن إحنا كان والمجتمع الدولي والمجتمع الوطني والتشاديين كلهم كان خايفين الاتحاد الأفريقي الاتحاد الأفريقي إنيو أفريقيا ممكن يدخل تشاد أو يسسبندر تشاد. الناس كلها خايفين من الكلام ده، سنسيون تشاد الناس كلها خايفين، وقالوا لربما تشاد إذا كان الاتحاد الأفريقي فرض عليها عقوبات ممكن تدخل في كارثة. فالحمد لله بوجود وزير الخارجية رجل إنسان محنك وإنسان بعرف عمله كويس جدا، والناس الشغالين معايا، ورئيس الجمهورية رئيس المرحلة الانتقالية الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو استطاعوا أن يقنعوا المجتمع الأفريقي بأن تشاد تمشي في خطى ثابتة، وتشاد ليست كالدول التي حصلت فيها انقلابات، وبالتالي الاتحاد الأفريقي الآن يساند تشاد ويدعم تشاد. فده أيضا كان إنجاز كبير جدا. توظيف 5000 شاب، الانتجراسيون، يعني قلنا 5000 جين دبلومي 2022
لابد أن يوظفوهم في الوظيفة العامة. فطبعا خلال المدة اللي فاتت تم توظيف 5000 شاب في الوظيفة العامة من الدبلومة. هم الدبلومة حاليا مش 5000، حاليا عددهم بيقولوا كبير جدا، تقريبا 100,000 دبلومة قاعدين، من الناس اللي عندهم ليسانس، من الناس اللي عندهم ماستر، من الناس اللي عندهم متريز، تقريبا عددهم حاليا 100,000. من 100,000 حاليا وظفوا 5,000 في 2022. فده أيضا يعتبر إنجاز من إنجازات رئيس الجمهورية أو رئيس الفترة الانتقالية، إنه هو قال كلام وأوفى به في الفترة الانتقالية الثانية. الحاجة الثانية عندنا 5,000 جين قدموا بروجي حقهم قدروا وعمل. دول أيضا أسا حاليا في مدينة آتيا أو بروفنسنا آتيا البطحة، الجزء منهم خلاص أنطوهم ذاتها، خلاص دول غانيه بروجي حقهم غانيه، دول أنطوهم قرصهم ذاتها. أمجرس أيضا دول خلاص بروجي حقهم غانيه وأنطوهم قرصهم. فضل ياتوا، فضل نجمينا والبروفنس الآخر أو المحافظات الثانية أيضا الآن الأمل جاري فيها، الناس قاعدين حاليا بخدموا في الدوسيه. إذن 100 يوم في فترة الانتقالية في أشياء كثيرة حصلت وجات وفقا للركمانداسيون أو كمان التوصيات اللي خرج بها الحوار الوطني. ما ده بس، أحداث يوم 20 أكتوبر اللي هسه حصل اللي تحدث فيها بروف، كان أحداث دامية ما حصلت في تشاد في فترة قريبة، إن شباب شاركوا فيها وفي شباب ماتوا في الأحداث دي، وما كان تمنينا الأحداث دي تكون، لكن كانت. يا تم ماتوا فيها الجين، كثير جين ماتوا ماتوا بسبب الأحداث دي، والأحداث دي احنا ما بنتمنى مثل الأحداث دي بتان تتكرر في تشاد. Un bilan, c'est bien entendu essayer de mesurer ce qui va et ce qui ne va pas. C'est le passif, c'est les actifs d'abord, parce qu'il ne faut pas regarder tout de suite ce qui ne va pas. C'est d'abord les actifs et les passifs. Les actifs, c'est tout ce qui semble ou tout ce qui marche, et le passif, c'est ce qui ne marche pas. Ça permettra donc, n'est-ce pas, d'apporter donc des corrections nécessaires. La question qui va se poser, c'est après le dialogue national inclusif et souverain, qui a pris fin le 8 octobre dernier, le 8 octobre 2022, avec la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, de transition qui en a suivi. Est-ce que ce gouvernement a commencé, oui ou non, à mettre en œuvre les résolutions et les recommandations du dialogue national inclusif et souverain? Et si oui, est-ce que nous en sommes satisfaits? Moi, je pense que c'est de cette manière que je vois un peu la question. Alors, on peut citer un certain nombre de choses qui ont été, qui ont commencé un début de réalisation, je veux dire. Je parle par exemple d'un haut comité mis en place pour le suivi et l'évaluation des recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Ça faisait partie des recommandations du dialogue, parce que le gouvernement d'union nationale de transition, qui a un mandat de 2 ans, bien entendu, a un cahier de charges qui s'inspire un peu des résolutions du dialogue national inclusif et souverain. Et ça va être suivi de très très près. Donc, moi je crois qu'il faut déjà saluer la mise en place de ce haut comité-là. La mise en place du nouveau CNT, ou bien le complément qui y est apporté, puisque le CNT était dans la première phase de la transition de 93 membres. De 93, nous sommes passés à 197, et donc les 104 nouveaux conseillers qui sont venus s'ajouter aux anciens qui étaient là, c'était une recommandation également du dialogue national inclusif et souverain, donc mise en œuvre par le gouvernement d'union nationale de transition. Donc ça aussi, il faut citer parmi les actions positives autant pour moi, du gouvernement de transition. Maintenant, lorsqu'on regarde rien que la configuration du gouvernement de transition, je ne dis pas que tout est rose, mais vous voyez, lorsque vous prenez aujourd'hui des amis de la diaspora, des ex-politico-militaires qui se retrouvent aujourd'hui
dans ce gouvernement, ça c'est quelque chose qu'il faut quand même saluer. L'un des exemples les plus illustratifs, c'est par exemple la nomination de Dr Tom Erdimi comme ministre de l'enseignement supérieur. Ça, c'est pas un fait anodin. Parce qu'il y a de cela quelques mois encore, ce monsieur était en prison en Égypte. Et donc, vous voyez aujourd'hui, moi, je pense qu'il n'y a pas un régime au pouvoir. Mais nous sommes dans la période de transition. Et dans cette période de transition, moi, j'ai l'habitude de l'appeler le nouvel ordre politique. C'est un peu une période de cohabitation où les ex-opposants, nous qui étions très critiques hier par rapport au régime de Déby Père, nous nous retrouvons dans la gestion de la transition. Vous avez aussi les activistes de la diaspora. L'exemple le plus illustratif, c'est peut-être la présence dans cette salle de mon ami Makaïla Ngebla, qui se retrouve aujourd'hui comme conseiller du chef de l'État. Donc moi je crois que, qu'on le veuille ou pas, cette période de transition qui s'est imposée à nous après le décès tragique du président de la République de l'époque, le maréchal Idriss Déby, offre aujourd'hui une opportunité de cohabitation de tout le monde. Mais il y a des exclus. Je suis tout à fait d'accord que tout le monde ne puisse pas trouver son compte là-dedans. L'amélioration de l'électricité qui a encouragé l'activité économique. Le paiement de la dette a permis le souffle aux opérateurs économiques qui ont des impayés importants avec l'État qui se chiffre à des milliards de francs CFA. Le gouvernement a payé entre autres Satom, Sagecoq, les grandes firmes à hauteur de 400 milliards. La dette était de 600 milliards. Et le gouvernement aussi promet de les payer avant le premier trimestre une somme de 200 milliards. Ça, c'est vraiment positif. Les choses vont bouger. Les secteurs, ces entreprises-là, ils ont recruté, ils ont doublé leur nombre d'employés. Si vous voyez aujourd'hui à N'Djamena, vous voyez les routes, on casse partout pour améliorer les routes. Ça aussi, c'est un actif du gouvernement durant les 100 jours. Et que vraiment, il faut que, quand on voit c'est positif, il faut qu'on parle de ça. Oui, le secteur privé aussi a recruté ces derniers mois, comme la fonction publique. Par exemple, aussi notre groupe Ilnet Telecom 424, nous avons recruté des jeunes, nous avons ouvert plusieurs agences et nous avons augmenté notre capacité d'investissement. Oui, ce qui est bien, le gouvernement aussi dans la loi des finances, il a prévu la réduction et la suppression des taxes sur les matériaux de construction. Toute la jeunesse veut avoir un toit, de l'université à un toit, à un travail. Donc le gouvernement a anticipé pour couper les taxes, pour faciliter à la jeunesse, le futur jeune et les gens qui sont dans les besoins actuellement de construire facilement leur toit. Et ça, c'est aussi à encourager. Le gouvernement a financé quelques projets de jeunes. Et ça aussi à encourager. Pour finir, voilà, nous avions quelques propositions à l'endroit du gouvernement d'Union nationale de transition. Notre première proposition, c'est l'amélioration de la production de l'électricité. Je vais vous informer, le gouvernement, via la Banque mondiale, a lancé un appel d'offres pour 4 lots. Chaque lot représente 680 000 ménages. On les dote de panneaux solaires. Et ça, vous n'êtes pas au courant, c'est aussi le gouvernement. Voilà, donc il y a des choses. Il faut que le gouvernement communique autour de ces projets. Parce que si vous n'êtes pas au courant, vous êtes mécontent. Et ça, c'est une vérité. Et nous proposons aussi le gouvernement à encourager les partenariats publics-privés. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai fait une tournée dans tous les pays. J'ai vu que les Tchadiens ont besoin d'un coup de pouce. Les Tchadiens, là, ils sont des gens intelligents. On a des ingénieurs, on a tout, mais ils ont besoin d'un coup de pouce. Et que ça, le gouvernement doit comprendre. Si tu pousses un Tchadien, il s'envole. Mais le défaut aussi, quand tu ne le pousses pas, il ne réfléchit pas. Et ça aussi, c'est pas bon, chers jeunes.
changeons un peu de comportement. Les secteurs privés, regardez, moi je vais vous expliquer. Ôtez de votre tête que quelqu'un, un tiers va vous aider. Si vous voulez réussir dans la vie, il faut ôter de votre tête que quelqu'un va venir. Si vous pouvez aller même vous endetter là, je vous l'encourage. Et troisième proposition, moi je propose au gouvernement la création et la promotion des entreprises, des capitaux tchadiens dans le secteur des télécommunications surtout, et dans d'autres secteurs aussi. Le premier document de la feuille de route a été publié vers le mois de juillet, mais en termes de réalisation, dans ce document, on n'a même pas pu réaliser 10% de la feuille de route de 2021. Donc maintenant, cette feuille de route a été révisée et on espère que les réalisations puissent connaître un niveau encore plus important. Il y a aussi la mise en place de la CONAREC, Commission nationale chargée de l'organisation des référendums constitutionnels. Tout à l'heure, le professeur Ahmed a évoqué ça. Nous avons aussi, dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, tous les textes relatifs aux zones économiques spéciales et la création de 3 zones économiques spéciales, à savoir Amundu, Sar N'Djamena. Tous ces documents, les documents ont été vraiment déjà opérationnels et même les structures sont déjà installées qui commencent à fonctionner. Nous avons aussi la validation du plan d'action de la résolution 3525 du Conseil de sécurité des Nations Unies, Femmes, Paix et Sécurité. C'est aussi l'une des actions pendant les 100 jours du gouvernement. Au niveau de l'armée, aussi, il y a eu des réformes, qui est l'ordonnance sur le statut général des militaires. Nous avons aussi le recrutement effectif de 5000 jeunes à la fonction publique, tout à l'heure on a parlé. Il y a aussi le recrutement dans la police pour rapprocher au niveau des standards internationaux. Et le Tchad aussi, pendant ces 100 jours, a pu échapper, pour le moment du moins, on espère aussi peut-être plus tard, les sanctions internationales que tout le monde redoutait après les événements du 20 octobre. Et pour le moment, donc, il n'y a pas de sanctions, comme redouté par certains. Je crois que cela aussi est résultat, je crois, donc, d'un travail diplomatique qui a été bien mené pour convaincre les partenaires du Tchad que les sanctions contre le Tchad ne peuvent avoir vraiment des effets positifs compte tenu du contexte politique, sécuritaire et de la position du Tchad au niveau de la sous-région dans le cadre de lutte contre le terrorisme, ainsi de suite. Nous avons aussi vu dans les 100 jours le budget de l'État qui a été élaboré et voté le 31 décembre est déjà en vigueur. Pour la première fois, on voit un budget très ambitieux, surtout même au niveau des recettes, c'est 1885 milliards de francs CFA en termes de recettes. Donc toutes ces recettes de plus de 1885 milliards de francs CFA, certainement vont encourager à réaliser beaucoup de projets dans les cadres économiques, sociaux, éducatifs, ainsi de suite, et même dans la relance de toutes les activités en matière de bâtiments et travaux publics. Et aussi la révalorisation des pensions des retraités. Là aussi, l'une des actions du gouvernement au cours de ces 100 premiers jours. La reprise aussi des chantiers, des travaux suspendus au niveau de la capitale et même dans certaines provinces. Il y a aussi la mobilisation de l'empreinte obligataire de 100 milliards de francs CFA. Et cette empreinte a été réalisée. Et il y a aussi l'industrialisation de la paix et augmentation de solde de certaines catégories de militaires qui ont vu leur traitement amélioré. S'il faut même parler en termes des actions positives, mais il faut aussi parler, il y a des choses, voire des actes de violence qui se sont passés au cours de ces 100 derniers jours. Là, je parle aussi la question des accidents de circulation. Même si au cours des 100 derniers jours, le nombre n'atteint pas 9 000, mais au cours de l'année 2022, il y a à peu près 9 000 Tchadiens sont décédés de suite de circulation. Donc aujourd'hui, les accidents de circulation sont devenus la première cause de mortalité au Tchad après le palu.
Nous avons aussi des conflits communautaires, même si au cours des 100 derniers jours, il n'y a pas assez de conflits communautaires, mais l'année 2022 a enregistré plus de 500 Tchadiens qui sont décédés dans des conflits communautaires. Je souhaiterais que, en prenant la parole, vous vous présentez et essayez d'être le plus concis possible et au besoin préciser à qui est-ce que votre question s'adresse pour nous permettre d'avancer rapidement. Donc, je suggère qu'on fasse du ping-pong. Hein. Une question, on répond et ainsi de suite. C'est une initiative à saluer et à laquelle on adhère tous. Merci également au public qui est venu pour apprécier également les différents intervenants par rapport à ces analyses. Je voudrais vraiment saluer cette initiative. Bon, à cet effet, je pense que c'est un exercice important intellectuel étant donné que les panélistes ici présents nous ont vraiment, surtout à travers l'analyse du professeur Ahmad Montassan, appelé à l'apaisement, à avoir fait vraiment une analyse très pointue de la crise du 20 octobre qui a failli basculer le Tchad dans une violence. Et je salue également la gestion maîtrisée de cette crise par le gouvernement à travers un couvre-feu qui a été levé. Ces mesures sont à saluer également. Le fait que le Tchad ait évité une sanction de la part de l'Union africaine témoigne effectivement de la diplomatie tchadienne. À cela, il faut ajouter, parce que moi j'interviens en tant que citoyen tchadien, mais il faut aussi saluer le fait que le comité contre la torture des Nations Unies n'a pas pu se prononcer, mais en faisant des propositions au Tchad pour améliorer la situation des droits de l'homme dans notre pays est vraiment une mesure importante. Nous, Tchadiens, acteurs politiques, société civile, journalistes, tous les acteurs doivent vraiment se mobiliser pour que nous puissions sortir de cette tension de 24 mois et que nous puissions quand même, comme le disait Kébir, de revenir à notre constitutionnel. Cet ordre constitutionnel permettra au Tchad effectivement d'enraciner une culture démocratique. Et grâce à cette culture démocratique, ça me permet vraiment de faire une transition vers Abdenoumi, qui vraiment appelle les Tchadiens à vraiment penser à des initiatives créatives. On ne peut pas se focaliser. On ne peut pas se focaliser toute notre vie à la fonction publique et à la grande ampleur. En France, par exemple, les gens n'ont pas le temps d'aller à la fonction publique. Il faut être créatif. Et il faut que l'État, comme disait, je pense c'est mon ami Ali, qui a proposé à ce que l'État fasse ça regardant et qu'il puisse proposer des choses aux jeunes, parce qu'aujourd'hui, avec 100 000 chômeurs, il y a quand même de quoi s'alarmer. Ma question s'adresse directement au cher aîné Djekombé François. Hier, Djekombé François a beau critiquer que c'est mettre la charrue avant le bœuf. Mais aujourd'hui, nous sommes. Vous êtes en train de au gouvernement pour changer les choses à l'intérieur. Mais dites-nous les choses concrètes que vous avez changées au sein du gouvernement. La seconde question. Lors de votre dialogue, vous avez pu parler de la question du diable. Mais actuellement, dès que nous parlons, cette pratique continue toujours à exister. Alors que le PCT avait interdit, même bannir cette pratique. Mais vous, comme le conseiller, vous ne pouvez pas rappeler que si la DIA continue toujours à exister, pour que cette pratique ne puisse pas, ou ne frappe pas la zone ou bien la communauté, que les gens ne prennent pas l'argent du sang. Merci. Hier, où ça saute à l'œil nu. On peut avoir toujours des critiques parce que nous sommes dans une démocratie. Et qu'on le veuille ou pas, comment est-ce que vous pouvez expliquer qu'aujourd'hui, ceux qui sont les plus critiques, ceux qui étaient, comme vous l'avez très bien relevé, comme nous autres, etc., on se retrouve dans cette période. Parce qu'il y a une période de transition qui s'est imposée à tous les Tchadiens. La transition aujourd'hui, il n'y a pas de parti au pouvoir. Les militaires étaient venus, et il est vrai que j'avais critiqué au départ. Il y en a qui aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, comme vous le dites, vous parlez de changement de l'intérieur, etc. Il y a des gens qui me sortaient les captures d'écran. Mais les choses que j'avais dites, que j'avais publiées, je ne les supprime pas. Je m'assume. J'ai créé ma page Facebook, peut-être ça fait déjà plus de 15 ans, je ne sais plus.
Mais je ne supprime pas mes publications. Les publications sont restées là, les vidéos sont restées là. À l'arrivée des militaires au pouvoir, nous étions dans la lutte. Mais la solution, c'est quoi, selon vous? C'est de rester là, dans la rue, là, jusqu'aujourd'hui? Non, mais quand même, je pense que la politique, moi, je la conçois comme une science dynamique, une science évolutive. Ce n'est pas une science statique. Donc, je pense que il y a certainement d'autres questions à poser. Il y a des choses qui changent. Lors du déni, il a été recommandé au gouvernement de rétablir les bourses aux étudiants. Je crois que autant le gouvernement a levé la mesure de suspension des partis politiques pour décanter un peu la situation au niveau politique, autant le gouvernement pouvait, comme recommandation, commencer à payer des bourses aux étudiants. Pour que, au niveau des étudiants, au niveau des universités, cette situation-là puisse être décantée et qu'on vive dans une situation un peu apaisée. Autre recommandation, dans la logique des propositions qui ont été faites par M. Ousmane, à savoir le paiement de la dette intérieure à hauteur de 600 milliards. Mais la dette intérieure elle-même, elle est à plus de 3 000 milliards. Et si on payait seulement que les grandes entreprises, comme il a parlé, Satom et autres, les opérateurs économiques lambda, ils n'ont pas été payés pour la plupart. Donc il va falloir quand même faire une recommandation au gouvernement d'accorder des paiements aux opérateurs économiques individuels pour qu'on puisse améliorer le climat social, économique et social. Parce que c'est très important. Mes questions sont orientées aux derniers intervenants et au professeur Hassan Mohamed. La première question, c'est par rapport à la réorganisation de la défense nationale, dont les derniers intervenants ont soulevé, et précisément par rapport à la justice militaire. Là, c'est pour parler des droits de l'homme. Et ma question, c'est de formuler comme suit. En quoi cette justice militaire, le gouvernement instauré au Tchad, peut contribuer à l'amélioration des droits de l'homme tchadien? Et puis ma question par rapport au professeur Ahmad Ouadrassan est la suivante aussi. Et nous avons déjà une commission nationale indépendante des droits de l'homme, le gouvernement créé comme institution aussi. Mais pourquoi la population tchadienne, pourquoi cette institution n'inspire pas confiance à la population tchadienne et jusqu'à ce qu'on se présente maintenant aux autres organisations internationales des droits de l'homme en termes d'enquête par rapport aux événements qui sont passés le 20 octobre? Les juridictions d'exception ont été supprimées depuis 1993 par la Conférence nationale souveraine pour rétablir l'état de droit et l'égalité des citoyens. Il y a certaines infractions militaires qui sont sur le terrain. Le massacre des prisonniers de guerre, c'est régi par le droit international. Parce qu'il y a un nouveau statut de l'armée et les infractions militaires sont soit à la guerre, soit à le statut de prisonnier de guerre, soit au convoyage des prisonniers. Et donc il y a un problème de secteur particulier qui fait qu'il fallait mettre en place une justice militaire pour discipliner les gens qui ont la charge de la défense nationale pour préserver la sécurité des biens et des personnes. Par rapport à leur statut et la mission qui leur est dévolue, il faut une juridiction dédiée. C'est pour vous dire qu'on m'a consulté sur l'efficacité et quels sont les magistrats qui doivent animer. Il n'y a pas beaucoup de magistrats militaires. C'est plutôt les magistrats civils, les magistrats militaires qui avaient été formés avec Idriss Déby, soit en France, soit en grec, sont officiers encore dans les juridictions jusqu'à la Cour suprême. Mais ceux-là, on ne peut pas les recycler parce qu'ils ont perdu toutes les connaissances. Il faudrait former maintenant des magistrats pour les spécialiser dans le secteur militaire. Pour la question de la CNDH, je suis désolé parce que c'est moi qui ai mis en place la CNDH dans sa première période après la Conférence nationale souveraine. La Commission nationale des droits de l'homme, c'est une recommandation des accords de Paris. Ah oui,
Et oui, c'est les recommandations des accords. À l'époque, je n'étais pas docteur. J'étais encore directeur de la législation au ministère de la Justice. J'étais parti assister pour examiner les statuts de Rome qui fondent aujourd'hui la Cour pénale internationale. Quelles sont les procédures? Donc, au nom du Tchad, j'étais rédacteur des statuts de Rome, la Cour pénale internationale. Et dans ce cadre-là, on avait recommandé qu'il soit mis en place une commission nationale des droits de l'homme. La commission nationale des droits de l'homme est le conseiller du gouvernement en matière de droits de l'homme. Ce n'est pas une structure, tu as dit indépendante, elle n'est pas indépendante, elle est autonome. C'est le conseiller, les gens sont nommés par le gouvernement et ils sont une structure rattachée à la primature. Ils donnent les avis au gouvernement entre les associations qui réclament l'amélioration des droits de l'homme et qui dénoncent et qui proposent. 3 choses. Dénoncer, réclamer et proposer. C'est ça le rôle de la LTDH, la TPDH et autres ces associations qui avaient animé la vie politique depuis 1990. La CNDH récolte et eux, ils doivent conseiller le gouvernement en prenant en compte quel est l'état des droits de l'homme dans notre pays et ils doivent contribuer à la rédaction par le ministère de la Justice chargé des droits de l'homme du rapport périodique des droits de l'homme du Tchad sur la mise en œuvre des recommandations de Genève et d'aller à Genève défendre le rapport du Tchad en matière d'état et d'évolution des droits de l'homme. C'est ce que doit faire le ministère de la Justice. Dans l'habitude, au mois de janvier, nous avons toujours de l'électricité. Nous on fait ça depuis l'installation de notre pointeur à la maison. Je sais que dans le mois de janvier, il y a l'électricité. Et pour moi, l'État est en train de faire pour le mois qui vient. Quelle est la préoccupation? Je pose ça à l'économiste trop clair. Et aussi au conseiller François. Vous avez vraiment défendu au niveau de l'Assemblée nationale. Vous nous parlez toujours parce que vous ne parlez jamais des étudiants. Jamais du tout. Non, quand même, nous les étudiants, on est en train de souffrir. On est en train de souffrir, pas seulement les salaires, on est en train de souffrir parce que nous, on n'a pas une amélioration de l'éducation de base. Nous n'avons pas tout d'abord. Pour cela que je voudrais vous dire, il faut intervenir là-bas au nom des étudiants. J'aimerais répondre concernant l'électricité. Je vois qu'il y a une amélioration et il y a une amélioration en ce moment et j'espère que nous avons le plan d'urgence. Le plan d'urgence, c'est un projet qui est dirigé par le chef de l'État lui-même. Et j'espère que la période que vous allez au mois de janvier jusqu'à février, mars, vous n'aurez pas de problème. Il y aura dans les prochains jours une centrale qui sera inaugurée par le chef de l'État. Et ça, vous allez le voir ça dans la zone de Gassi. J'espère que je ne suis pas en avance de ça. Et de l'autre côté, nous avons encore... il y a un changement un peu au niveau de la SNE. Les groupes vont commencer avec le fioul. C'est ça que vous voyez souvent, il y a eu un peu de délestage pour quelques heures ou pour une journée. Ça, c'est-à-dire que le fioul, c'est un peu différent de la gasoil. Donc ça, j'espère que jusqu'à d'ici un mois, c'est tout ça, c'est période d'essai. Et le changement au niveau de l'électricité, vous aurez cette année. Vous aurez. Ça, Inch'Allah, vous aurez parce que les choses sont déjà prises, les choses sont déjà en avance. Et la SNE est en train de faire le mieux pour que les choses changent. L'État avait donné des kits par zone. Ils ont divisé les Tchad en 4 zones. Donc les kits, on va donner les kits à chaque ménage. Ça veut dire chaque ménage va installer les kits chez lui. Il peut suivre avec la télé, il peut charger son téléphone, il a les ampoules. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à saluer. Parce que je vis dans l'appel d'offres, parce que c'est déjà lancé. Hein, c'est un financement de la Banque mondiale. Je vis chaque lot à 687 000 kits. Imaginez 687 000 ménages
fois 4, ça fait combien? C'est beaucoup. Donc c'est vraiment énorme. On va parler en gigawatts. Ça veut dire que le Tchad aura des gigawatts d'électricité. Si jamais vous prenez, si le projet se réalise, si jamais vous prenez l'avion, vous traversez le Tchad, vous allez voir que le Tchad est éclairé. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes ici. Donc je vais m'arrêter à cette question. Vous avez beaucoup de choses à dire, vous avez beaucoup de proposé, vous avez annoncé beaucoup de choses qui sont positives dans le sens du bilan. Mais au niveau de la jeunesse, je pense qu'il y a une question centrale. Et si on ne fait pas attention, si on passe à côté, il faut rappeler que la transition n'est pas faite pour régler tous les problèmes. Mais il y a une urgence à la matière en ce qui concerne la jeunesse. Je sais qu'il y a plus de, on a dit 100 000 jeunes qui sont inscrits. Il y a 5 000 seulement qui ont été intégrés et les autres. Tout ça, c'est encore en vue. Mais je pense que le gouvernement, c'est aussi prévoir. Il y a un référendum qui va venir. On parle d'un référendum concernant l'État unitaire décentralisé et la fédération. Mais je sais également qu'il manque du personnel. Donc il faut former les jeunes qui sont là, qui sont en perspective, ceux qui ont des licences, etc. Et on a parlé de la bourse. Nous qui sommes là, nous sommes les produits de la bourse. S'il n'y avait pas de bourse, on ne pouvait même pas être là. Donc il faut que l'État revienne à ses fondamentaux. On ne peut pas laisser les gens, chacun va se débrouiller avec les parents, etc. Ce n'est pas la solution. Donc il faut que dans ce sens-là, il faut recommander à l'État de revenir aux fondamentaux par rapport à l'éducation, par rapport à la formation, par rapport aux équipes. Et il manque de planification. À l'époque, chaque ministère, lorsque nous on était encore au lycée, chaque ministère faisait sa planification. Il a besoin de tel nombre, telle année, telle formation. Maintenant, ça ne se fait pas. J'aimerais parler de flamber les prix des denrées alimentaires. L'année 2022 n'était pas vraiment une année facile en ce qui concerne les produits de première nécessité. Et nous avons à côté de ça la pénurie des gaz butane et récemment l'autre là, le carburant, étant donné que le Tchad est un pays pétrolier, donc ces genres de difficultés ne doivent pas être rencontrés par le citoyen tchadien. Alors je me demande, qu'est-ce que l'État a préparé pour l'année 2023? J'aimerais savoir, quels sont les dispositifs que l'État a mis en place pour traverser cette année-là? Nous remercions tous les participants, tous les invités qui ont vraiment venu ici pour participer avec nous. C'est vrai, faire un bilan de 100 jours d'un gouvernement, ce n'est pas un exercice facile, parce que bilan de 100 jours comporte plusieurs domaines, plusieurs sujets, plusieurs questions. Nous-mêmes, on n'a pas pu aborder tous les sujets, voire tous les aspects, mais on a pu faire au moins le maximum, ou bien de notre niveau. Et on recommande maintenant, le gouvernement, d'autres acteurs politiques, les médias puissent aussi animer des conférences, débats, voire même des réflexions sur cette question. Comme j'ai dit lors de l'introduction, les 100 jours, c'est une tradition politique, c'est un rituel qui est devenu presque universel, surtout dans la démocratie libérale comme la nôtre. Et par rapport à ça, donc, nous vous disons merci beaucoup à vous tous et aussi aux femmes qui ont aussi participé avec nous ici et aussi aux éminents panélistes qui sont ici. Et ce n'est pas la fin, ce n'est pas la dernière conférence. Nous continuons à animer, à organiser d'autres conférences, débats, d'autres réflexions sur d'autres questions, chômage, emploi, population, transition, économie, tout ça donc vont venir. Et c'est le début donc, de notre activité avec l'année 2023. Nous allons continuer. Et maintenant, tous ceux qui ont des propositions, des réflexions, peuvent nous transmettre par écrit. Nous voulons faire aussi un document à présenter au gouvernement, au président des transitions, sur nos réflexions, sur nos propositions.